Quel est le GOAT de chaque sport? Le meilleur sportif? Voilà de quoi démarrer des guerres. Chaque génération a son idole. On va essayer d'y répondre pour 3 des sports les plus populaires. Qui est le GOAT du football? Imaginez le football en noir et blanc des années 50-60, et au milieu de ça, un gamin brésilien de 17 ans qui fait exploser la Coupe du Monde 1958. Et oui, c'est Pelé. En demi-finale, il claque un triplé contre la France, puis un doublé en finale contre la Suède. Résultat, le Brésil est champion du monde et lui devient le plus jeune buteur de l'histoire en finale de Coupe du Monde. Un record toujours debout plus de 60 ans plus tard. Pelé, ses 3 Coupes du Monde gagnées, personne, absolument personne n'a fait ça depuis. Et dans cette compétition reine, il plante 12 buts en seulement 14 matchs à une époque où les défenseurs ne faisaient pas de cadeaux. Les tacles de boucher, c'était courant. Avec le Brésil, il inscrit 77 buts en 92 sélections, un record national resté intact jusqu'en 2022, battu seulement par Neymar. Mais son génie ne se limite pas seulement à la Seleção. Avec Santos, son club de toujours, il inscrit plus de 1000 buts en carrière. Certains diront 1283, mais en écartant les matchs amicaux, on reste autour des 750 buts officiels. Pelé gagne 2 fois la Copa Libertadores, l'équivalent sud-américain de la Ligue des Champions, et 2 coupes intercontinentales contre les clubs européens. Il a tout gagné à une époque où les joueurs quittaient rarement leur pays. En fait, pour lui, c'était carrément interdit, car en 1961, le président brésilien l'a déclaré trésor national pour bloquer son transfert à l'étranger. Pelé, il valait trop pour un club et trop pour le monde. Le roi est considéré par beaucoup comme le premier GOAT, mais pas seulement pour ses trophées. Pelé, c'est le football à l'état pur, un mélange de technique, de sang-froid et d'instinct de génie. Des feintes, des retournées acrobatiques, des dribbles courts et une frappe des 2 pieds aussi fluide que son jeu de tête. Et surtout, il est devenu le premier joueur planétaire. Les tournées de Santos l'emmènent partout, en Afrique, en Europe ou en Océanie, des stades pleins à craquer et même une histoire complètement folle. En 1969, un cessez-le-feu aurait été déclaré au Nigeria juste pour que Pelé puisse jouer en paix. Un conflit qui s'interrompt pour voir un footballeur, je sais pas si on s'en rend bien compte. Pelé a inspiré des générations entières, faisant rayonner le football brésilien et le jeu offensif flamboyant. Alors, encore aujourd'hui, il reste pour beaucoup le plus grand de tous les temps. Mais dans les années 80, la télé est déjà passée à la couleur et le monde change. L'Argentine attend son héros, un gamin des bidonvilles de Buenos Aires à la technique irréelle, qui va tout emporter sur son passage. Je vous présente Diego Maradona. Avant même sa Coupe du Monde légendaire, il gagne celle des jeunes en 1979. Mais c'est en 1986, à 25 ans, qu'il va écrire l'une des plus grandes performances individuelles de tous les temps. Quart de finale contre l'Angleterre, le contexte est tendu, 4 ans après la guerre des Malouines. Et Maradona va régler le compte des Anglais à sa façon. À la 51e minute, il saute au duel, lève le bras, frappe le ballon de la main et l'arbitre valide le but. L'Argentine mène 1-0. Il dira plus tard, avec son culot légendaire, que c'était un peu la tête de Maradona et un peu la main de Dieu. Mais il n'en reste pas là. Quelques minutes plus tard, il prend le ballon dans son camp, dribble 1, 2, 3, 4 Anglais, efface le gardien et marque ce qui est considéré comme le plus beau but du siècle. Ce jour-là, Diego devient une fierté nationale. Un mythe argentin, un mec capable de tricher et de sublimer en moins de 5 minutes, personne d'autre dans ce débat n'a un tel contraste. Quelques jours plus tard, il soulève la Coupe du Monde après avoir porté toute l'équipe sur ses épaules. 5 buts, 5 passes décisives, c'est lui qui fait tout. Mais Diego, ce n'est pas juste l'Albi-Céleste, c'est aussi Naples. Quand il signe là-bas en 1984, c'est pas glamour. C'est pas du tout le club qu'on a maintenant. C'est pas Milan, ni la Juve, mais un club du Sud, méprisé, pauvre et moqué par le nord de l'Italie. Et avec lui, Naples va vivre le plus grand des contes de fées du football européen. 2 titres de Serie A, une Coupe d'Italie, une Coupe UEFA, l'ancêtre de la Ligue Europa et surtout une ville transformée. À Naples, Maradona n'est pas une star, il est un saint. Encore aujourd'hui, son visage est partout. Mais derrière le génie, il y a aussi la chute, la cocaïne, les scandales, les kilos en trop. Une suspension en 1991, une autre après le mondial 94,
2014, son corps le trahit, il devient fragile et incontrôlable. Alors, soyons honnêtes, il manque des cases pour l'inscrire pleinement à la place du GOAT. Pas de Ligue des Champions, pas une grande longévité, ses plus belles années, c'est grosso modo de 84 à 90. Mais dans ce laps de temps, il a laissé une empreinte que très peu de légendes ont pu égaler. Maradona, c'est le foot dans ce qu'il a de plus humain, de plus brillant et imparfait à la fois. Et puis, à partir des années 2000, le football entre dans une nouvelle ère, celle du marketing, des réseaux et des corps affûtés. Au milieu de tout ça, débarque un type venu de Madère, petit archipel portugais au large de l'Afrique, d'ailleurs c'est magnifique, un gamin pauvre qui quitte sa famille à 12 ans pour tenter sa chance à Lisbonne. Cristiano Ronaldo. Quand il arrive à Manchester United en 2003, c'est un dribbleur pur, un ailier qui tente des roulettes, des passements de jambes qui provoquent. Mais Sir Alex Ferguson voit plus grand, il lui apprend l'efficacité, le timing et la finition. Et Ronaldo se transforme, il pousse son corps à la limite, le transforme en machine de compétition. Beaucoup plus explosif, plus puissant, plus aérien, il devient un joueur total. Il sait tout faire, un mec qui peut te punir de loin, te crucifier de la tête ou te coller un coup franc en pleine lucarne. Et les chiffres parlent pour lui, près de 950 buts en carrière, toutes compétitions confondues. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 141 buts et autant avec le Portugal au moment où on écrit cette vidéo. Ce qui fait de lui le meilleur buteur en sélection nationale de tous les temps. Au total, il a gagné plus de 30 titres, dont 5 Ligues des Champions, 3 Premières Ligues, 2 Ligas, 2 Serie A et surtout un Euro avec le Portugal en 2016. Un titre qu'il ne gagnera pas sur le terrain car il sort blessé en finale, mais qu'il vivra sur la ligne de touche comme un fou en hurlant à ses coéquipiers. Ce jour-là, il n'était plus juste un joueur, il était le capitaine d'un pays. Mais CR7, ce n'est pas qu'un palmarès, c'est une marque à part entière. Des hurlé dans tous les stades, une célébration imitée partout, même aussi l'homme le plus suivi de la planète. Il a redéfini ce qu'était un athlète complet dans le football. Et il l'a fait dans 5 championnats différents. Portugal, Angleterre, Espagne, Italie et même un détour par l'Arabie Saoudite à 38 ans en plantant encore des triplés. Pendant plus de 10 ans, il est resté dans le top 3 mondial. Il a gagné 5 ballons d'or, a été sacré meilleur joueur dans chaque championnat où il est passé et à chaque fois, il a réinventé son jeu. Au Real Madrid, il dribble moins et se recentre. Il devient ce qu'on appelle un buteur moderne. Peu de touches, peu de déchets, mais une efficacité chirurgicale. À la Juve, il a ralenti encore, mais continue à planter. Il sent les espaces et joue plus souvent comme un renard des surfaces. Alors, est-ce que Ronaldo est le GOAT? Sur le plan des stats, du physique, du mental, il coche absolument toutes les cases. Il a plus de buts que n'importe qui et a tenu sur la durée. Mais là où certains voient un monstre de régularité, d'autres regrettent un manque de magie pure. Et face à lui, dans ce débat, il y a un homme qui ne fait qu'envoûter depuis 20 ans, Lionel Messi. Là où Ronaldo est un guerrier, Messi est un magicien. Un gamin d'1m70, au regard discret, qui a choisi de parler avec ses pieds. Il débarque au FC Barcelone à 13 ans avec une seule valise et un rêve. Une hormone de croissance à injecter chaque jour pour rattraper son retard physique. Mais sur le terrain, aucun traitement ne peut expliquer ce qu'il fait avec un ballon. À 19 ans, il claque un triplé dans un classico contre le Real Madrid. Et à partir de là, il ne s'arrêtera jamais. Pendant près de 15 ans, il fait de Barcelone son royaume. Avec Xavi, Iniesta, Neymar, Suarez, il construit l'une des équipes les plus folles de l'histoire. Et lui, au centre de tout ça, enchaîne les dribbles, les passes laser, les lucarnes, avec une facilité presque insolente. Les stats, elles sont lunaires. Près de 900 buts en carrière, plus de 350 passes décisives, 7 fois soulier d'or, 8 ballons d'or, dont 4 fois d'affilée entre 2009 et 2012, du jamais vu. Et un record encore plus dingue, 91 buts en une seule année civile. Oui, 91 en club et en sélection. Un chiffre qui ne ressemble même plus à du foot. Et pourtant, Messi, c'est pas un pur buteur, c'est un créateur et un passeur. Malgré ça, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Barça, de la Liga et de l'Argentine. Mais aussi le meilleur passeur dans presque toutes les compétitions qu'il a jouées. Il donne les caviars et il les finit. Sa régularité, c'est du délire. Pendant 10 ans d'affilée, il a marqué au moins 40 buts et il a dépassé les 50 buts 6 fois. Des stats de cyborg avec un jeu de funambule. Et ce qui frappe le plus, c'est qu'il a fait tout ça sans presque jamais faire de bruit. Pas de provoque, peu de drama et de clash. Messi, c'est peut-être
peut-être le seul joueur que même ses rivaux n'arrivent pas à détester. Tout le monde le respecte parce qu'il a toujours laissé parler le ballon. Longtemps, il a tout gagné avec le Barça, mais il lui manquait le trophée ultime, celui que Maradona et Pelé ont soulevé avant lui, la Coupe du Monde. Et pendant des années, il court après ce titre. En 2014, il passe tout près, mais perd en finale. En 2018, c'est Pavard qui brise ses espoirs, et le débat s'enflamme. Messi est un immense joueur, mais peut-il vraiment être le GOAT sans Coupe du Monde? Alors arrive le mondial au Qatar en 2022. L'Argentine se fait surprendre d'entrée par l'Arabie Saoudite, mais Messi réveille son groupe. Il éclaire chaque match avec des buts, des passes et son leadership. Il porte son équipe jusqu'à une finale d'anthologie contre la France, une finale avec 6 buts, un triplé d'Mbappé, des rebondissements, une séance de tir au but, et à la fin, Messi soulève le trophée doré. Enfin, sur la photo, il est là, vêtu du biche noir offert par l'émir, en train de toucher le sommet de son histoire. Et là, tout le monde se pose la question... Bah, le débat, il est terminé. Parce que Messi, c'est le joueur le plus complet, le plus régulier, et maintenant, le plus titré aussi. Il a tout gagné en club et en sélection, a été fidèle au Barça pendant 20 ans, avec qui il a battu tous les records, et surtout, il a fait aimer le foot à une génération entière. Alors du coup, il est enfin temps de répondre à la question, c'est qui le GOAT du football? Après ce voyage à travers les exploits de ces légendes, la raison voudrait qu'on ne tranche pas. Moi je pense que le GOAT, c'est Désiré Doué. Bon, je rigole, mais allez voir la vidéo qu'on a faite quand même, s'il vous plaît. Pelé, c'est le palmarès international ultime, le pionnier qui a tout fait en premier. Maradona, c'est le talent brut, capable de porter une équipe à lui tout seul et de marquer l'histoire en une action. Cristiano Ronaldo, c'est la machine, l'abnégation, les records, la preuve qu'on peut tutoyer les sommets à force de travail. Et Messi, c'est le prodige, le magicien du jeu qui a tout gagné, du Barça de ses débuts à l'Argentine de ses rêves. Chacun a une part de la couronne. Alors, le GOAT, au fond, c'est peut-être celui qui vous a fait aimer le foot. Une question de génération, de cœur et d'émotion personnelle. Mais entre nous, si l'on devait désigner celui qui coche toutes les cases, le nom de Lionel Messi s'impose de plus en plus naturellement dans ce débat. L'enfant de Rosario, c'est la synthèse parfaite de ses glorieux aînés. Alors, est-ce que ça fait de lui le GOAT absolu? Peut-être bien, ou peut-être pas. Parce que la magie du football, c'est que la légende ne se réduit pas à des chiffres. Elle se vit, se ressent et surtout, elle se partage. Du coup, facilité scénaristique, dites-nous en commentaire qui est le meilleur selon vous. Toujours avec respect bien sûr. En attendant, on passe au prochain sport. Trekim, c'est à toi. Qui est le GOAT de la Formule 1? La F1, c'est pas juste tourner en rang pendant 2 heures. C'est un sport de nerfs, d'instinct, de vitesse où la moindre erreur peut coûter très cher. Et comme dans tous les grands sports, il y a des légendes. Dans les années 50, les bolides sont des cercueils roulants. Et Juan Manuel Fangio, pilote argentin, domine cette époque avec une classe folle. Il gagne 5 titres de champion du monde en seulement 7 saisons complètes et avec 4 écuries différentes. Un record resté imbattable pendant 45 ans, à une époque où la ceinture de sécurité était optionnelle et où l'ambulance mettait 10 minutes à arriver. Fangio, c'est l'ancêtre des GOAT, une référence pour tous ceux qui viendront après. Et puis vient Senna, un pilote capable de faire vibrer même ceux qui ne regardaient jamais la F1. 3 titres, 65 pole positions et surtout un lien mystique avec la pluie, le Brésil et le dépassement de soi. Tout le monde se souvient de Monaco 84, le jour où on découvre vraiment Ayrton Senna. Qualifié seulement 13ème, il remonte sous une pluie battante, enchaîne les dépassements et termine 2ème dans une voiture bien inférieure à la concurrence. 4 ans plus tard, il revient à Monaco en patron, avec une pole surréaliste, 1 seconde et demie plus rapide que tout le monde. Et il domine la course jusqu'à une erreur inattendue. Parce que Senna, c'est aussi ça, le contrôle absolu jusqu'à ce qu'un rien le fasse basculer. Et en 1994 à Imola, le drame arrive. Sa mort marque un tournant, le monde entier pleure un pilote, le Brésil enterre un dieu. Après Senna, la F1 change, elle devient plus scientifique, les ingénieurs prennent le pouvoir et les datas deviennent reines. Et au sommet de cette nouvelle ère, Michael Schumacher. Le regard froid, il pousse Ferrari au sommet avec 5 titres consécutifs, entre 2000 et 2004. Au total, 7 championnats, 91 victoires, des records dans tous les sens. Une domination sans partage où chaque course devient une démonstration de force. Schumacher redéfinit ce que veut dire être pilote, entre préparation physique poussée, communication millimétrée avec l'équipe et exploitation totale de la voiture. Même après sa retraite, il revient chez Mercedes.
Pas tant pour briller, mais pour transmettre, tester la voiture et préparer la génération suivante. Bref, c'est une légende, un modèle, mais aussi un destin tragique. Une chute à ski en 2013, et depuis, son état de santé est l'un des mystères les mieux gardés au monde. Mais sa trace, elle, reste indélébile sur l'histoire de la Formule 1. Et après lui vient un autre roi. Un pilote venu de Steven Age en Angleterre, avec des tresses, un sourire timide et un talent brut que le monde n'avait encore jamais vu, Lewis Hamilton. Dès sa première saison en 2007, il joue le titre jusqu'à la dernière course, un rookie déjà au sommet. Et derrière, il ne lâchera plus jamais le haut de l'affiche. 7 titres, 103 victoires, 104 pole positions, tous les records y passent un à un. Avec Mercedes, il bâtit une ère aussi dominante que celle de Schumacher, dans un style proche sur bien des points. Propre, fluide, stratégique, avec une lecture de course exceptionnelle et une capacité à extraire le maximum sans brutaliser la voiture. Mais Hamilton, c'est aussi l'évolution du pilote moderne. Il sort du paddock, prend la parole, parle de racisme, d'environnement et de justice. Il devient une voix, pas juste un champion. Et pendant plus de 15 ans, il reste là, toujours dans le coup, face à 3 générations de pilotes. De Raikkonen à Verstappen, il les a tous affrontés. Certains diront qu'il a trop souvent eu la même voiture, d'autres diront que même avec ça, encore fallait-il savoir la conduire. Et lui, il l'a fait encore et encore. Lewis Hamilton, c'est une longévité hors norme, un mental d'acier et une carrière qui parle pour lui. Et maintenant, Max Verstappen. 4 titres déjà, des records de précocité, de victoires sur une saison et de points marqués, Max est une bête de course. Mais il est encore jeune, le débat l'attend dans quelques années. Et évidemment, on n'oublie pas les autres géants. Alain Prost, le professeur, 4 titres et une rivalité mythique avec Senna. Fernando Alonso, double champion du monde, est toujours là 2 décennies plus tard, avec un talent que même ses rivaux admirent. Sébastien Vettel, 4 titres consécutifs avec Red Bull et une fin de carrière marquée par l'humilité et l'engagement. Et puis Niki Lauda, 3 titres, une intelligence de course redoutée et surtout une résilience hors du commun. Après avoir survécu à un crash qui l'a grièvement blessé, il revient piloter 6 semaines plus tard. Une légende de courage devenue plus tard mentor chez Mercedes. Sans lui, Hamilton ne serait peut-être jamais devenu ce qu'il est. Alors, qui est le GOAT de la Formule 1 ? Tout dépend de ce que vous cherchez. La grâce, les chiffres, la longévité ou bien le style. Mais si on parle de celui qui coche toutes les cases, le nom de Lewis Hamilton s'impose aujourd'hui comme le choix le plus complet. Évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, on attend votre avis en commentaire. Et maintenant, on change de surface. Qui est le GOAT du tennis ? Le tennis, c'est un sport à part, un face-à-face sans chrono où tout peut basculer sur un point. Et pendant 20 ans, 3 noms ont redéfini ce sport. Federer, Nadal et Djokovic. 3 joueurs, 3 styles, 3 façons d'écrire la légende. Mais avant eux, il y a eu des géants. Rod Laver, le seul à avoir réussi 2 fois le Grand Chelem calendaire, gagné les 4 majeurs la même année. Björn Borg, 11 titres avant ses 26 ans, avec une domination à Roland-Garros et Wimbledon. Pete Sampras, 14 tournois du Grand Chelem, un record à l'époque, et un service volé dévastateur. Ou encore André Agassi, le premier joueur de l'Air Open à remporter les 4 tournois du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes. Mais à cette époque, les règnes étaient courts et les carrières plus brèves. Personne n'avait encore dominé le tennis mondial pendant 2 décennies entières jusqu'à notre trio doré. Parmi eux, Roger Federer, c'est l'élégance incarnée et le chouchou du public. Au milieu des années 2000, il est tout simplement injouable. De 2004 à 2007, il remporte 11 tournois du Grand Chelem sur 16 possibles. Au total, il a gagné 20 titres majeurs dont 8 à Wimbledon, un record. Et plus largement, il a remporté 103 titres et a passé 310 semaines en tant que numéro 1 mondial, dont 237 d'affilée, un autre record. Au-delà des chiffres, Federer, c'est une sensation. Quand il joue, tout semble facile, et son revers lifté, c'est sa signature. Son service, c'est toujours millimétré, et sa façon de glisser sur le court, c'est presque une danse. Sauf que la perfection ne suffit pas toujours. Contre Nadal, il s'incline 24 fois sur 40 confrontations, et contre Djokovic, il est mené 23 à 27. Mais sa fin de carrière a été à son image, digne et élégante. Une dernière poignée de main, une dernière larme aux côtés de Nadal. Et justement, parlons de lui, l'enfant de Majorque, le roi de la terre battue. Nadal, c'est 22 titres en Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros, un record qui ne sera sans doute jamais battu. Mais réduire Nadal à la terre battue serait une erreur. Il a tout gagné sur gazon, sur dur, en simple, en double et même un titre olympique. Le seul trophée qui manque à sa collection, c'est le Masters de fin d'année. Du côté de son jeu, c'est de la rage pure. Chaque point, chaque échange, il le joue comme si sa vie en dépendait. Un jeu de gaucher ultra lifté, des frappes lourdes et un mental d'acier. Alors oui, son corps l'a souvent trahi, genoux, dos, poignets, pieds, mais jamais son esprit.
Il tombe, souffre, mais revient toujours. Et surtout, il a été le plus grand rival que Federer n'ait jamais eu. Leur finale à Wimbledon en 2008, sous la pluie et la nuit tombante, reste pour beaucoup le plus grand match de tous les temps. Et enfin, Novak Djokovic est le dernier arrivé. Mais celui qui a tout raflé, 24 titres du Grand Chelem, un record absolu. Mais aussi 7 Masters, 40 Masters 1000, 428 semaines numéro 1 mondial, personne n'a fait mieux. Sa polyvalence est telle qu'il est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté au moins 3 fois chacun des 4 majeurs. C'est simple, Djoko, c'est la perfection méthodique. Un jeu sans faille, basé sur la lecture, la défense et l'endurance. Et même quand il est en difficulté, il s'adapte et finit très souvent par retourner la situation. Ses déplacements sont rapides et en plus il anticipe parfaitement, ce qui lui laisse toujours un coup d'avance sur ses adversaires. Ça lui permet notamment d'être performant en retour de service, l'un des gros points forts du Serbe, avec son revers à deux mains. Et en face à face, c'est serré, mais il bat aussi Nadal 31-29. Un bilan donc positif contre les deux autres monstres, et depuis 15 ans, une régularité inhumaine. Dites-vous qu'en 2023, à 36 ans, il était à 1-7 du Grand Chelem calendaire. Mais il s'incline en finale de Wimbledon face à Alcaraz, le nouveau prince. Bref, Djokovic, c'est le joueur complet, méthodique, obsédé par le détail. Détesté au début, il a fini par gagner le respect de tous, parce qu'à force de tout battre, il n'a laissé aucune discussion possible. Alors oui, en tant que grand fan de Nadal, c'est difficile, mais je dois l'admettre, objectivement, le GOAT, c'est lui. D'autant plus qu'il est arrivé à une époque où Nadal et Federer semblaient intouchables, personne n'imaginait qu'un nouveau joueur puisse les faire tomber. Et du côté des femmes, le débat est tout aussi mythique. Il y a eu Margaret Court d'abord, avec 24 titres en Grand Chelem, le record absolu. Mais attention, plus de la moitié avant l'ère Open, à une époque où toutes les meilleures ne s'affrontaient pas encore. Puis vient Martina Navratilova, 18 titres du Grand Chelem, une longévité folle et surtout une polyvalence inégalée. Simple, double, mixte, elle a gagné 59 titres majeurs au total. Une légende vivante du jeu d'attaque, de la volée et du service slicé millimétré. Face à elle, Chris Evert, l'exact opposé, le sang-froid absolu. Une joueuse de fond de cours régulière avec 18 titres en Grand Chelem, mais surtout près de 90% de victoires en carrière, du jamais vu. Et puis, dans les années 80, arrive Steffi Graf. 22 titres du Grand Chelem, une frappe à plat, un coup droit supersonique et surtout un exploit unique. Le Golden Slam. Les 4 tournois du Grand Chelem et la médaille d'or olympique la même année. Un truc qu'aucune autre n'a jamais refait. Mais ensuite, tout change. Le tennis devient plus physique, plus explosif, et au milieu de cette évolution, une jeune américaine prend le pouvoir, Serena Williams. Son palmarès, 23 titres de Grand Chelem, record de l'ère Open. 73 tournois remportés au total, plus de 300 semaines numéro 1 mondial, dont 186 d'affilée, record partagé avec Graf. Serena, c'est aussi 5 titres au Masters, 4 médailles d'or olympiques et une longévité qui défie la logique. De 1999 à 2017, elle gagne des tournois du Grand Chelem sur 18 ans d'écart. Mais plus que ces chiffres, c'est son aura. Son jeu a tout redéfini, la puissance, la précision et le mental. Chacune de ses premières balles, c'est un missile. Son retour, une attaque frontale et son regard, une promesse. Elle ne lâchera jamais rien. C'est simple, elle a écrasé toutes les générations. Henin, Sharapova, Azarenka ou encore Alep. Et en double c'est pareil, 14 titres majeurs avec Vénus pour 14 finales jouées, aucune défaite. Pour finir, comment ne pas parler de 2017 ? Lors de l'Open d'Australie, elle est enceinte de 2 mois. Pourtant, elle gagne le tournoi sans concéder un seul set. C'est juste irréel. En fait, Serena, c'est la fusion du corps, du cœur et de la rage. Une des plus grandes athlètes de son temps, et pas seulement dans le tennis. Elle a inspiré une génération entière, alors oui, le débat existe toujours, mais quand on regarde tout ce qu'elle a accompli, difficile de ne pas mettre Serena tout en haut. Bon, on s'est plus ou moins mouillé sur cette vidéo à nos risques et périls, et on sait que ça va faire débat. Mais si elle vous a plu, dites-le nous en commentaire, et on pourra faire d'autres épisodes avec vos sports préférés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pensez à liker et à vous abonner, et sur ce, on se retrouve très vite.